je venais de terminer ma conversation avec ma femme. Elle pensait que j'avais raccroché, mais je gardais encore le téléphone collé à mon oreille. Ce que j'ai entendu à l'autre bout de la ligne m'a fait m'effondrer par terre. Cette nuit-là, j'ai quand même dormi à ses côtés. Mais au matin, je savais exactement ce que je devais faire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Julien. J'ai 43 ans, et jusqu'à très récemment, j'étais le genre d'homme qui pensait avoir bâti exactement la vie qu'il désirait. Je n'étais pas riche, mais je ne manquais de rien non plus. J'avais ma propre entreprise de distribution de matériaux de construction, que j'avais montée de toutes pièces en 15 ans. Une petite entreprise honnête, qui me permettait de bien vivre, de mettre un peu de côté chaque mois, et d'offrir à ma famille ce dont elle avait besoin, sans avoir à demander quoi que ce soit à personne. Pour moi, cela valait plus que n'importe quel diplôme universitaire, ou qu'un travail de bureau avec une cravate et un salaire fixe. J'avais une maison qui n'était pas immense, mais elle était agréable, dotée d'un jardin et d'un chien nommé Capitan. Il m'attendait à la porte à chacun de mes retours, comme si j'étais la chose la plus importante de l'univers. Parfois, je me dis que Capitan était le seul, dans cette maison, à m'aimer véritablement. Mais cela, je ne l'ai compris que plus tard. Et j'avais Isabella. 16 ans de mariage. 16 années à dormir dans le même lit, à manger à la même table, à partager les mêmes silences les mardis soirs, quand nous étions tous les deux fatigués et n'avions pas grand-chose à nous dire. 16 ans à croire que ce silence était un réconfort, qu'il était synonyme de confiance, et que c'était ce qui se construisait quand deux personnes étaient ensemble depuis longtemps, n'ayant plus rien à se prouver. Comme j'avais tort. Isabella était belle, mais pas de cette manière exagérée que l'on voit dans les films. Elle était belle d'une façon quotidienne, authentique. Le genre de beauté qui vous frappe quand vous vous y attendez le moins. Quand elle riait, la tête rejetée en arrière. Quand elle buvait son café le matin, encore en pyjama, les cheveux en bataille, lisant les nouvelles sur son téléphone. Quand elle me regardait depuis la cuisine et disait « c'est prêt », sans élever la voix. Et je comprenais parfaitement qu'elle s'adressait à moi, et seulement à moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Car en amour, on se forge une image de l'autre. Une image que l'on assemble, pièce par pièce, avec tout ce que l'on voit, tout ce que l'on veut voir, et aussi avec tout ce que l'on décide d'ignorer. Et pendant 16 ans, j'avais construit une image d'Isabella qui était presque parfaite. Fidèle, honnête, loyale, la femme avec qui j'avais choisi de vieillir. Je ne me suis jamais arrêté pour me demander si cette image était réelle. Je n'ai jamais rien remis en question, je n'ai jamais rien fouillé. Je suis le genre d'homme qui fait confiance, jusqu'à ce qu'on lui prouve le contraire. Et j'ai réalisé, avec le temps, que ce n'est pas une vertu, mais une vulnérabilité. Oscar était mon meilleur ami, depuis que nous avions 22 ans. Nous nous étions rencontrés sur un chantier, où nous travaillions tous les deux comme ouvriers pour payer nos factures. Il était mince, bavard, ayant toujours une blague aux lèvres, et une histoire à raconter. Au fil des ans, il est devenu mon témoin de mariage. L'homme qui a apporté les alliances, le jour où j'ai épousé Isabella. Celui qui a apporté un toast en mon honneur lors de la fête, déclarant devant tout le monde que j'étais le type le plus formidable qu'ils connaissent. 16 ans de mariage, 21 ans d'amitié, deux personnes qui savaient absolument tout de moi. Et tous les deux me mentaient. Mais je ne le savais pas encore. J'étais toujours le Julien tranquille. Ce Julien qui rentrait chez lui, dînait avec sa femme, regardait un peu la télévision, et s'endormait en pensant que la vie, même si elle n'était pas parfaite, était belle, suffisante, et surtout, qu'elle lui appartenait. Ce Julien-là est mort, un mardi après-midi, dans le parking d'un supermarché, le téléphone collé à l'oreille, les yeux écarquillés, écoutant des choses qu'il n'aurait jamais dû entendre, ou peut-être, qu'il aurait toujours dû entendre. Ce mardi avait commencé comme n'importe quel autre. Je me suis levé à 6h30, comme toujours. J'ai préparé du café, j'ai emmené Capitan faire une petite promenade rapide dans le quartier, je suis rentré, j'ai pris une douche, et je suis parti travailler avant qu'Isabella ne finisse de se réveiller. C'était notre rythme habituel. Elle faisait partie de ceux qui avaient besoin de 20 minutes supplémentaires au lit, après la sonnerie du réveil. Moi, j'étais de ceux qui se levaient d'un bond. Cela n'avait jamais été un problème, c'était juste notre façon d'être. Avant de partir, comme chaque matin, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre. Elle était là, les yeux clos, les cheveux étalés sur l'oreiller,
respirant lentement. Je lui ai déposé un baiser sur le front. Elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Quelque chose qui ressemblait à « prends soin de toi » ou peut-être « à plus tard », je n'en suis pas sûr. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Aujourd'hui, je me demande si, à cet instant précis, elle savait déjà ce qui allait se passer ce jour-là. La journée de travail a été normale. J'ai eu 3 réunions avec des fournisseurs. J'ai réglé un problème avec une commande arrivée incomplète. J'ai déjeuné seul dans un restaurant du coin, car Oscar m'avait envoyé un message le matin, disant qu'il ne pouvait pas venir, qu'il avait un empêchement. Cela ne m'a pas semblé étrange. Oscar avait toujours des obligations. C'était un homme occupé, ou du moins, c'est ce que je croyais. À 16 heures, j'avais terminé tout ce qui était en attente, et j'ai décidé de partir plus tôt. Je me suis dit que j'allais m'arrêter au supermarché, pour acheter quelques courses pour le dîner. Isabella m'avait envoyé un message dans la matinée, me demandant de rapporter de l'huile, du pain, et des fruits. Un message banal, le genre de message que l'on envoie quand on vit avec quelqu'un depuis des années, et que la communication se réduit à des listes de choses à faire, et à des rappels de ce qui manque dans le frigo. Je l'ai appelée en quittant le travail, tout en marchant vers ma voiture. Je voulais savoir si elle avait besoin d'autre chose, au supermarché. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Comme toujours, la conversation a duré à peine 4 minutes. J'ai demandé si elle voulait autre chose. Elle a répondu que non, que ce qu'il y avait dans le message suffisait. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle m'a dit que c'était bien, qu'elle était sortie faire quelques courses le matin, et qu'elle était restée à la maison l'après-midi. Normal, tout était normal. Avant de raccrocher, je lui ai dit « Je t'aime ». Elle a répondu « Moi aussi ». Ces 2 mots qui, avec les années, cessent d'être une déclaration, pour devenir un réflexe. Une réponse automatique, comme dire « Bon appétit » ou « Repose-toi bien ». Non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que vous supposez que vous n'avez plus besoin de le démontrer avec autant de soin. Vous supposez que l'autre personne le sait, et qu'elle le saura toujours. J'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau, et je suis entré dans le supermarché. J'ai pris un caddie, j'ai cherché l'huile, le pain, j'ai choisi des pommes et des oranges. Et pendant que je marchais dans le rayon des produits laitiers, je me suis souvenu que nous n'avions plus de yaourt à la maison. Isabella prenait toujours un yaourt au petit déjeuner, alors j'en ai pris 2. Un petit détail, le genre de choses que vous faites sans réfléchir, car après 16 ans, vous connaissez les goûts de l'autre mieux que les vôtres. J'ai payé, je suis sorti, j'ai chargé les sacs dans la voiture, je les ai posés sur la banquette arrière, et je me suis installé à l'avant. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier mes messages, avant de démarrer le moteur. Et c'est à ce moment-là, que j'ai vu que l'écran affichait toujours l'appel avec Isabella. Actif depuis 47 secondes. C'est ce qu'indiquait le compteur. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai pensé que c'était une erreur de ma part. Qu'à un moment donné, en rangeant le téléphone, j'avais accidentellement touché quelque chose, et que l'appel s'était reconnecté. Ou qu'elle m'avait rappelé, et que je ne l'avais pas remarqué avec le bruit du supermarché. Je ne sais pas. Dans cette seconde-là, je n'ai pas vraiment analysé la chose. J'ai juste porté le téléphone à mon oreille pour raccrocher, et c'est alors que je l'ai entendu. La voix d'Isabella, qui ne parlait pas à moi, mais à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre lui a répondu avec une voix que je connaissais aussi bien que la mienne. Oscar. Je suis resté complètement figé, le téléphone collé à mon oreille, les yeux fixés sur le pare-brise, ne voyant rien, ne pensant à rien, me contentant d'écouter. Le parking était bondé de gens, de chariots, de moteurs, avec un enfant qui pleurait à 3 voitures de là. Le monde continuait de tourner avec une normalité absolue autour de moi, pendant que le mien commençait à s'effondrer, dans le silence le plus total. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai entendu, mot pour mot. Non pas parce que je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens parfaitement. Chaque phrase, chaque pause, chaque intonation. Je m'en souviens comme si c'était gravé quelque part dans ma poitrine, là où les choses font mal et ne disparaissent jamais. Je ne le répéterai pas, car il y a des passages auxquels j'ai encore du mal à m'accrocher. Mais je dirai ceci, ce que j'ai entendu n'était pas une conversation entre 2 amants secrets, parlant de leurs sentiments. Ce n'était pas ça. C'était quelque chose de bien plus froid, de bien plus calculé. C'était la conversation de 2 personnes qui planifiaient quelque chose ensemble depuis un moment,
qui avait déjà pris des décisions, qui avait déjà fixé des dates, des montants, et des étapes à suivre. J'ai entendu Isabella dire à Oscar que Julien ne se doutait de rien. J'ai entendu Oscar rire. Un petit rire calme, venant de quelqu'un qui se sent complètement sûr de lui. Et j'ai entendu Isabella prononcer une phrase qui est restée coincée en moi, quelque part que je ne saurais nommer, d'ici la fin du mois, nous devrions tout avoir de prêt. Tout de prêt? Tout était prêt pour quoi? Quoi donc? Je l'ignorais à ce moment-là. L'appel s'est coupé de lui-même quelques secondes plus tard. Peut-être parce qu'Isabella a fini par regarder son téléphone, et s'est rendu compte que l'écran était toujours allumé. Peut-être parce que sa batterie était à plat. Je ne sais pas. Je sais seulement que, soudainement, le téléphone est devenu silencieux, et j'ai réalisé que je n'étais plus assis sur le siège du conducteur. J'étais par terre, le dos contre le pneu arrière de ma propre voiture, sans me souvenir du moment où j'avais ouvert la portière, ni du moment où j'en étais sorti. J'étais juste là, dans ce parking bruyant et banal, regardant l'asphalte, avec le sac de course toujours sur la banquette arrière. Et le yaourt d'Isabella, posé là, intact, parce que j'avais été assez attentionné pour l'acheter, sans même qu'on me le demande. Ce détail a été ce qui m'a frappé le plus durement. Ce satané yaourt. Je n'ai pas pleuré. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas versé une larme. Je suis juste resté assis là, pendant quelques minutes que je n'ai pas pu compter. Respirant lentement, sentant quelque chose de très lourd s'installer dans ma poitrine, sans précipitation, comme si cela savait que ça allait rester pour très longtemps. Et puis, je me suis levé, j'ai ouvert la portière, je me suis assis, j'ai posé mes mains sur le volant, et j'ai conduit jusqu'à la maison. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ces 20 minutes de route, sans rentrer dans quelque chose. Le corps fait des choses étranges, quand l'esprit se déconnecte. Les mains tiennent le volant. Les yeux voient les feux de circulation. Le pied freine, quand il le faut. Tout fonctionne mécaniquement, comme s'il y avait un pilote automatique qui s'activait, juste au moment où vous n'êtes plus capable de diriger votre propre vie. J'ai conduit pendant ces 20 minutes sous pilote automatique, la tête complètement ailleurs. Je repassais chaque mot que j'avais entendu, chaque ton, chaque pause, chaque détail de cette conversation qui n'était pas destinée à mes oreilles. Julien ne se doute de rien. Cette phrase tournait dans ma tête, comme une roue qui ne trouve pas d'endroit pour s'arrêter. Ne se doute de rien, dit avec une telle tranquillité, avec une certitude si absolue, comme si j'étais un enfant à qui l'on pouvait tout cacher, en le distrayant juste un instant. Comme si 16 ans de mariage avaient fait de moi quelqu'un de prévisible, de contrôlable, et de facile à tromper. Et le pire, c'est qu'ils avaient raison. Je ne m'étais douté de rien. Absolument de rien. Pas un seul signe ne m'avait semblé déplacé. Pas une seule conversation n'avait soulevé de questions. J'avais vécu aux côtés d'Isabella toutes ces années, avec la confiance aveugle de celui qui ne peut pas concevoir que la personne choisie pour partager sa vie, soit capable d'une chose pareille. Et pendant que je bâtissais cette confiance, brique par brique, eux construisaient autre chose. Quelque chose qui avait des dates, qui impliquait des montants, qui suivait des étapes. Je suis arrivé à la maison à 18h15. Isabella était dans la cuisine. J'ai entendu le bruit de la hotte aspirante, et j'ai senti qu'elle cuisinait, en ouvrant la porte. Capitan est venu en courant pour m'accueillir comme toujours, remuant la queue avec cette joie honnête, que seuls les chiens possèdent. Cette joie qui ne cache rien, et qui ne demande rien en retour. Je me suis baissé un instant, pour le caresser. J'avais besoin de cette seconde. J'avais besoin de toucher quelque chose de vrai, avant d'entrer dans cette cuisine. Tu es rentré, a lancé Isabella depuis l'intérieur, sans même regarder. Je suis rentré, ai-je répondu. Ma voix semblait normale. Je ne sais pas comment, mais elle avait l'air complètement normale. J'ai posé les sacs de courses sur la table de la salle à manger, j'ai enlevé mon manteau, je l'ai accroché au porte-manteau habituel, et je suis entré dans la cuisine. Isabella me tournait le dos, remuant quelque chose dans une casserole. Elle portait un chemisier bleu, que je lui avais offert l'année dernière pour son anniversaire. Ses cheveux étaient relevés, et elle était pieds nus. Elle a regardé par-dessus son épaule, et m'a souri. Un sourire normal, serein. Le sourire d'une femme qui n'a rien à cacher. J'ai apporté ce que tu avais demandé, ai-je dit. Parfait. Le dîner est presque prêt. Je me suis servi un verre d'eau, je me suis adossé au comptoir, et je l'ai regardé cuisiner. Et à cet instant,
j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, avec Isabella. Je l'ai observée comme si elle était une étrangère. Sans le filtre des années, sans l'image construite que j'avais assemblée, pièce par pièce. Je l'ai regardée comme si je la voyais pour la première fois, essayant de trouver dans ses gestes, dans sa posture, dans sa façon de remuer cette casserole, un quelconque signe de ce que je savais désormais. Je n'ai rien trouvé. C'était ça, la partie la plus terrifiante. Le fait qu'il n'y avait rien à voir, qu'elle était exactement la même que d'habitude. Nous avons dîné ensemble, ce soir-là. Nous avons parlé de choses sans importance. Elle m'a raconté une anecdote sur un voisin. J'ai mentionné un problème avec un fournisseur. Nous avons tous les deux commenté une information vue aux nouvelles. Un dîner du mardi tout à fait normal. Le genre de dîner que l'on a des centaines de fois dans un mariage, sans jamais y prêter attention, car il y en aura toujours un autre, tout comme il y aura toujours un lendemain. J'ai répondu à tout. J'ai posé des questions, quand il fallait le faire. J'ai ri, quand quelque chose était drôle. J'ai mangé sans que la nourriture n'ait le moindre goût. À l'intérieur, j'étais complètement ailleurs. À l'intérieur, je passais en revue chaque conversation des derniers mois. Chaque détail que je n'avais pas assimilé, sur le moment. Chaque fois qu'Oscar avait annulé un projet. Chaque après-midi où Isabella était rentrée tard, avec une explication simple que j'avais acceptée sans poser de questions. Et soudain, ces moments déconnectés ont commencé à se relier entre eux, d'une manière qui me retournait l'estomac. Non pas parce que chacun d'eux était la preuve évidente de quelque chose, mais parce qu'ensemble, ils formaient un motif. Et ce motif avait une forme que je reconnaissais, même si je ne voulais pas l'admettre. Après le dîner, Isabella a débarrassé la table, et j'ai fait la vaisselle. Un autre rituel habituel. Ensuite, elle s'est assise sur le canapé pour regarder la télévision, et je me suis excusé, prétextant que je devais vérifier quelques courriels professionnels. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte, et je me suis assis sur le bord du lit, le téléphone à la main. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de tout mettre en ordre dans ma tête, avant que tout ne s'en mêle et ne devienne inutile. La première chose que j'ai faite, c'est d'être honnête avec moi-même. Complètement honnête. Pas d'excuses, sans l'instinct de défendre les gens que j'aimais, simplement parce que je les aime. Je me suis demandé ce que j'avais entendu, exactement. Pas ce que je craignais avoir entendu. Pas ce que mon esprit blessé voulait interpréter, mais ce que j'avais réellement entendu. J'avais entendu Isabella et Oscar parler, avec une familiarité qui allait bien au-delà de l'amitié normale. Une familiarité de personnes qui partagent un secret, que le reste du monde ne doit pas découvrir. J'avais entendu qu'il y avait un plan, que ce plan avait une date, la fin du mois. Que ce plan impliquait d'avoir quelque chose de prêt, et que ce plan dépendait du fait que je ne me doute de rien. Ce que je ne savais pas encore, c'était de quoi il retournait, exactement. S'agissait-il juste d'une liaison? Prévoyait-il de partir ensemble? Ou y avait-il autre chose? Pourquoi parler de mon temps? Pourquoi parler de tout préparer, comme s'il s'agissait d'une opération nécessitant une logistique? Ces questions m'ont tenu éveillé pendant des heures cette nuit-là, allongé dans le noir à côté d'Isabella, qui dormait paisiblement à 30 centimètres de moi. Elle respirait avec le calme de quelqu'un qui a la conscience tranquille, ou de quelqu'un qui a appris depuis longtemps à dormir avec une conscience sale. Je ne l'ai pas touchée. Je ne me suis pas approché d'elle. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, à fixer le plafond, à écouter sa respiration, à sentir ce poids dans ma poitrine qui refusait de disparaître. Et j'ai pris une décision qui allait changer tout ce qui suivrait. Je n'allais pas la confronter ce soir-là. Je n'allais pas appeler Oscar pour lui crier dessus. Je n'allais pas exploser, ni rien casser, ni prendre de décision hâtive qui pourrait me coûter cher par la suite. J'allais faire quelque chose de bien plus difficile que tout cela. J'allais attendre. J'allais observer. J'allais chercher des réponses, avant d'esquisser le moindre geste. Parce que si la conversation m'avait fait comprendre une chose, c'était que j'avais affaire à des personnes qui planifiaient les choses depuis un bon moment. Des personnes qui avaient soigneusement réfléchi à chaque étape. Des gens qui me connaissaient bien, et qui savaient exactement comment me manipuler. Et si je voulais gagner cette partie, je devais être plus patient qu'eux, plus intelligent qu'eux, plus froid qu'eux. Cette nuit-là, dans ce lit, à côté de cette femme que je ne reconnaissais plus, le Julien qui faisait confiance à tout et à tout le monde est mort, pour de bon.
Et un autre Julien a commencé à voir le jour. Les 3 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Non pas parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, mais pour la raison exactement opposée. Parce que tout a continué comme d'habitude. Parce que j'ai continué à me lever à 6h30, à préparer le café, à sortir Capitan, à aller au travail, à rentrer à la maison, à dîner avec Isabella, à regarder un peu la télévision, et à me coucher dans ce même lit. Tout était pareil, tout était à sa place, comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, j'étais une personne complètement différente. Il y a une chose qu'on ne vous dit jamais à propos de la douleur, quand elle est accompagnée de trahison. Elle ne vient pas comme un coup qui vous terrasse, et vous laisse au sol. Elle vient comme de l'eau glacée qui monte lentement, en commençant par vos pieds, en grimpant le long de vos jambes, puis sur votre poitrine, et jusqu'à votre gorge. Et vous restez debout. Vous continuez à marcher. Vous continuez à parler. Mais à l'intérieur, vous êtes déjà complètement submergé, et respirer vous coûte 2 fois plus d'efforts que d'habitude. C'est dans cet état que j'ai passé ces 3 jours. Submergé, fonctionnel, silencieux, et observateur. J'ai commencé à prêter attention à des choses qui m'avaient semblé invisibles auparavant. La façon dont Isabella vérifiait son téléphone. Combien de fois par jour elle le prenait. Quelle expression elle arborait en le regardant. Si elle le posait face contre table, quand je m'approchais. J'ai commencé à remarquer que oui, elle le posait face contre table. Pas toujours, mais avec une fréquence que je n'avais pas enregistrée auparavant, car je n'avais aucune raison de le faire. J'ai commencé à me souvenir de choses. Des moments des derniers mois, qui étaient passés inaperçus à l'époque, et qui, vus de cette nouvelle perspective, prenaient une texture différente. Un après-midi, il y a environ 2 mois, où Isabella était rentrée plus tard que d'habitude, et m'avait dit qu'elle était restée prendre un café avec une amie. Un matin, où j'avais trouvé un reçu dans la salle de bain, provenant d'un restaurant que je ne me souvenais pas avoir visité, et qu'elle avait justifié en disant qu'elle était sortie déjeuner avec sa cousine. Des détails décousus, des pièces qui, sur le moment, n'avaient formé aucune image, parce que je ne cherchais aucune image. Mais maintenant, je cherchais. Le mercredi soir, quand Isabella est allée prendre une douche, j'ai pris son téléphone sur la table de nuit. Je l'ai fait rapidement, sans trop y réfléchir, car si je commençais à réfléchir, je ne le ferais pas. Et j'avais besoin de le faire. Il y avait un code d'accès. Il avait toujours eu un code d'accès, tout comme le mien. Cela ne m'avait jamais paru étrange. Je ne l'avais jamais demandé. Je n'avais jamais ressenti le besoin de le connaître. Je l'ai remis à sa place. Non pas par respect pour sa vie privée à ce moment-là, mais parce que j'ai compris qu'entrer dans ce téléphone, sans savoir exactement quoi chercher, n'allait pas me donner ce dont j'avais besoin. S'il y avait quoi que ce soit là-dedans, c'était effacé ou caché. Ces gens n'étaient pas imprudents. Ils allaient m'obliger à adopter une autre stratégie. Le jeudi matin, j'ai envoyé un message tout à fait normal à Oscar. Le genre de message habituel. Je lui ai dit que j'avais des billets pour un match le week-end, et je lui ai demandé s'il voulait m'accompagner. C'était un prétexte. Je voulais voir comment il réagirait. Je voulais entendre sa voix, même si c'était par SMS, et voir si quelque chose avait changé dans sa façon de me traiter. Il a répondu en moins de 10 minutes, avec enthousiasme, bien sûr, mon frère, compte sur moi. Avec un emoji de poing fermé à la fin, le genre que l'on envoie pour témoigner de l'affection et de la camaraderie. Mon frère. J'ai rangé le téléphone, et j'ai fixé le plafond de mon bureau pendant 1 minute entière. Ce jeudi-là, j'ai aussi fait quelque chose dont je n'ai parlé à personne. J'ai quitté le travail plus tôt, sous prétexte d'une réunion, et je suis allé voir un avocat. Pas n'importe quel avocat. Un avocat qu'un client m'avait recommandé, des années auparavant. Un homme d'un certain âge, nommé Gilberto, réputé dans le milieu pour être méticuleux, discret, et absolument implacable quand la situation l'exigeait. Je lui ai dit le strict minimum. Je lui ai expliqué que j'avais des raisons de croire que ma femme préparait quelque chose qui pourrait m'affecter financièrement, que je n'avais pas encore de preuves concrètes, mais que je voulais connaître ma position juridique, avant d'agir. Je lui ai dit que l'entreprise m'appartenait, que je l'avais fondée avant et pendant notre mariage, et que j'avais besoin de comprendre à quel point j'étais exposé. Gilberto a écouté sans m'interrompre. Il a pris quelques notes, et quand j'ai eu terminé, il m'a regardé avec le calme des hommes qui ont vu trop d'histoires similaires, pour être surpris par quoi que ce soit.
il m'a dit que la première chose à faire, c'était de documenter tout ce que je pouvais, les mouvements bancaires, les dates, les conversations, n'importe quel document qui passerait entre mes mains. Il m'a conseillé de ne pas déplacer d'argent, ni de signer quoi que ce soit, sans le consulter au préalable. Il m'a expliqué que si je soupçonnais que des actifs étaient en danger, il existait des moyens parfaitement légaux de les protéger, et qu'il valait mieux les activer, avant que la partie adverse ne fasse son geste. Il m'a demandé si j'avais une idée de la somme d'argent qui pourrait être en jeu. Je lui ai répondu que l'entreprise était évaluée à environ 280 000 pesos, en comptant l'équipement, les stocks, et le portefeuille client. Que nous avions aussi la maison, qui était à nos deux noms, et que nous avions fini de payer sans hypothèque, grâce à des années d'économie. Et que nous avions un compte commun, avec un peu plus de 40 000, que nous avions accumulé pour une éventuelle expansion de l'entreprise. Gilberto a hoché la tête lentement, a noté les chiffres, et m'a dit une chose qui m'est restée gravée, celui qui bouge en premier avec intelligence, finit presque toujours dans une meilleure position. Mais bouger en premier sans intelligence, c'est pire que de ne pas bouger du tout. J'ai quitté son bureau en me sentant différent. Pas vraiment mieux, mais plus solide, avec quelque chose qui ressemblait à un sol sous mes pieds, après avoir passé des jours à marcher dans le vide. Ce même après-midi, en retournant au travail, j'ai pris une décision qui me trottait dans la tête depuis mardi. J'avais besoin de savoir exactement ce qu'il tramait. Pas des suppositions, pas des interprétations, des faits. Et pour obtenir des faits, j'avais besoin d'informations que je n'allais pas trouver, juste en observant Isabella retourner son téléphone sur la table. J'ai appelé Maro. Maro était un homme que j'avais connu par le biais d'un contact professionnel. Ce n'était pas un de mes amis. C'était plutôt quelqu'un que l'on appelle quand on a besoin de résoudre certains types de problèmes, discrètement. Quelqu'un qui savait comment trouver des informations, qui n'étaient pas censées être trouvées. Je n'entrerai pas dans les détails de ce qu'il fait exactement, car ce n'est pas pertinent. L'important, c'est que 2 jours après cet appel, Maro m'a envoyé quelque chose. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était bien pire. Parce que ce que Maro a découvert, ce n'est pas seulement qu'Isabella et Oscar entretenaient une relation qui dépassait l'amitié. Ça, je le savais déjà, ou du moins, je le soupçonnais avec assez de certitude pour ne plus en être surpris. Ce que Maro a trouvé, c'était autre chose. Quelque chose qui expliquait pourquoi Isabella avait mentionné des montants. Pourquoi elle avait parlé d'avoir tout de prêt pour la fin du mois. Pourquoi la conversation que j'avais surprise par accident ne ressemblait pas à celle de 2 amoureux prévoyant de s'enfuir ensemble, mais plutôt à celle de 2 associés, coordonnant les dernières étapes d'un coup qu'ils préparaient depuis longtemps. Isabella ne faisait pas que me trahir émotionnellement. Isabella prévoyait de vider notre compte commun, de transférer ses fonds vers un compte dont j'ignorais l'existence, et de disparaître avec Oscar, avec mon argent. Avec les années de travail que j'avais investies dans cette entreprise, pendant qu'elle me disait qu'elle m'aimait, chaque soir avant d'éteindre la lumière. J'ai lu le rapport de Maro 3 fois de suite, assis dans ma voiture, dans le même parking où tout avait commencé, 4 jours plus tôt. Cette fois, je ne me suis pas effondré par terre. Cette fois, je n'ai pas senti mes jambes flancher. Cette fois, j'ai simplement fermé les yeux un instant, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Une clarté absolue, totale, et glaciale. Maintenant, je savais ce qui se passait. Je savais qui étaient vraiment les personnes les plus proches de moi. Et je savais, avec une certitude qui m'a surpris moi-même, que je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Non pas par fierté, non pas par colère. Mais parce que j'avais travaillé trop dur, et depuis trop longtemps, pour laisser quelqu'un me voler tout cela, alors que je dormais à ses côtés, me croyant en sécurité. Le jeu avait complètement changé, et maintenant, c'était à mon tour de bouger les pions. Ce soir-là, je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. J'ai salué Isabella avec le même ton que d'habitude. J'ai mangé ce qu'elle avait préparé. J'ai répondu à ses questions sur le travail. J'ai ri d'une chose qu'elle a dite à propos d'un voisin. Je me suis brossé les dents, je suis allé au lit, j'ai éteint la lumière de mon côté, et je suis resté allongé en silence, fixant l'obscurité du plafond, tandis qu'elle s'installait près de moi, et s'endormait en moins de 20 minutes. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non pas parce que j'étais dévasté, mais parce que j'avais trop de choses auxquelles réfléchir, trop de choses à organiser, trop de choses à planifier. La colère m'avait déjà traversé comme un orage rapide, et avait disparu. Ce qui restait à sa place était beaucoup plus utile.
Une froideur dont je ne me savais pas capable. Un calme qui n'était pas de la résignation, mais l'exact opposé. C'était de la concentration. C'était ce genre de silence qui précède une décision capitale. Celui que l'on reconnaît, parce qu'il est différent de tous les autres silences. Le lendemain, un vendredi, je suis arrivé au travail avant tout le monde. J'ai fermé la porte de mon bureau, et pendant 2 heures, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai passé en revue chaque document financier de l'entreprise, chaque contrat, chaque relevé bancaire, chaque facture en attente, chaque actif enregistré, avec la froideur de quelqu'un qui fait un inventaire, et non de quelqu'un qui cherche une trahison. Même si, au fond, c'était exactement la même chose. Ce que j'ai trouvé a confirmé ce que Maro m'avait déjà dit. 3 semaines auparavant, Isabella avait signé, en tant que cotitulaire du compte commun, une demande de mise à jour des données, qui était en fait la première étape pour autoriser les virements internationaux depuis ce compte. J'avais signé ces mêmes documents sans les lire attentivement, parce qu'elle me les avait présentés un samedi matin, en m'assurant que la banque exigeait une simple mise à jour de routine. Je l'avais fait de la même manière que l'on signe des papiers qui semblent administratifs et sans importance, sans lire, sans poser de questions. Confiant, toujours confiant. Le solde de ce compte, à ce moment précis, était de 43 200 pesos. De l'argent accumulé grâce à des années de travail, de sacrifices, de réveils matinaux pour régler des problèmes, de clients difficiles, de mois compliqués que l'on surmonte en serrant les dents, parce qu'on sait pourquoi on travaille. 43 200 pesos, qu'Isabella et Oscar prévoyaient de transférer avant la fin du mois. Il restait 11 jours, avant la fin du mois. J'ai appelé Gilberto depuis le bureau, ce même matin. Je lui ai expliqué ce que Maro avait découvert. Je lui ai envoyé par courriel les documents que je possédais. Il les a examinés en moins d'1 heure, et m'a rappelé, d'une voix calme mais directe. Il m'a dit que ce qu'Isabella avait fait avec la requête bancaire était juridiquement discutable. Mais que si le virement venait à être exécuté, il serait beaucoup plus difficile de faire machine arrière. Il a affirmé que nous devions agir, avant que cela ne se produise. Il m'a expliqué la marche à suivre. Premièrement, bloquer la possibilité de ce transfert, en notifiant formellement à la banque que je m'opposais à tout mouvement unilatéral de fonds, sur le compte commun. Deuxièmement, entamer la procédure de séparation des biens, afin que les actifs de l'entreprise soient protégés, avant toute action en justice de sa part. Troisièmement, documenter tout ce que je pouvais concernant la relation entre Isabella et Oscar, pas nécessairement pour l'utiliser contre eux personnellement, mais pour avoir une position solide, au cas où la procédure légale se compliquerait. Je lui ai demandé combien de temps nous avions. Il a répondu que l'idéal était de jouer nos cartes dans les 3 ou 4 prochains jours, avant le week-end suivant, et surtout, avant qu'ils n'abattent les leurs. J'ai raccroché le téléphone, et je suis resté silencieux un instant. Ils avaient planifié leur coup pour dans 11 jours. Moi, je n'en avais que 4. L'après-midi même, après le travail, je me suis rendu à la banque. Pas à l'agence qu'Isabella et moi utilisions habituellement, mais à une autre, plus éloignée de chez nous, où personne ne me connaissait. J'ai demandé à parler au directeur. J'ai expliqué la situation, en m'appuyant sur les documents que Gilberto m'avait préparés. Le directeur a écouté, avec le visage sérieux de quelqu'un qui a déjà vu ce genre de scénario. Il m'a dit qu'ils allaient enregistrer mon opposition formelle, et que tout virement supérieur à 5000 pesos depuis ce compte serait suspendu, dans l'attente d'une autorisation des 2 parties, jusqu'à ce que la situation juridique soit résolue. Je suis sorti de la banque à 18 heures. Le soleil se couchait, et l'air avait cette odeur particulière des vendredis soirs, quand la semaine s'achève enfin, et que l'on sent qu'on peut respirer un peu plus profondément. J'ai pris une grande inspiration, mais pas parce que la semaine se terminait. C'était parce que je venais de fermer la première porte dont ils avaient besoin pour faire fonctionner leur plan. Et ils ne le savaient pas encore. Ce soir-là, pour la première fois depuis ce fameux mardi dans le parking, j'ai dormi quelques heures. Pas bien, mais j'ai dormi, parce que le fait d'agir concrètement produit cet effet. Parce que passer de la paralysie à l'action signale au corps qu'il y a un plan. Qu'il y a une direction, et que tout n'est pas perdu. Le samedi matin, il s'est produit une chose que je n'avais pas calculée. Isabella a suggéré que nous invitions Oscar pour un repas, ce week-end-là. Elle l'a dit avec un naturel déconcertant, en buvant son café, sans lever les yeux de son téléphone. Comme si c'était la chose la plus banale au monde. Comme si elle n'était pas cette même personne qui prévoyait de vider mes comptes, et de disparaître.
Elle proposait d'inviter Oscar à s'asseoir à ma table, à manger ma nourriture, à me regarder dans les yeux. Il m'a fallu exactement 2 secondes pour décider de ma réponse. Bonne idée, ai-je dit. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Isabella a levé les yeux, et m'a souri. Un sourire large, sincère. Comme ceux d'avant, ou comme ceux que je croyais sincères, autrefois. Je vais l'appeler pour le prévenir, a-t-elle ajouté. Parfait, ai-je répondu, en continuant de boire mon café. À l'intérieur, à cet instant précis, j'ai ressenti quelque chose qui m'a surpris. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du dégoût, bien que ce fût également présent. C'était plutôt de l'ordre d'une confirmation. Une confirmation du point auquel ces deux-là étaient prêts à aller, du niveau d'effronterie avec lequel ils avaient opéré, pendant tout ce temps. Isabella pouvait me regarder dans les yeux, me sourire, suggérer d'inviter son complice à dîner chez nous, et le faire avec la même aisance que lorsqu'elle me demandait de ramener de l'huile et du pain du supermarché. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui était vraiment la femme avec laquelle j'avais couché pendant 16 ans. Oscar est arrivé le dimanche à midi. Il a franchi la porte avec son sourire habituel, une bouteille de vin à la main, et l'une de ces accolades où l'on vous tape dans le dos en vous appelant « mon frère ». Il m'a serré fort. Il sentait la même eau de Cologne que d'habitude. Il avait le même visage, les mêmes yeux qui me regardaient avec cette familiarité bâtie sur 21 ans d'amitié. « Comment vas-tu, Julian » a-t-il demandé, en me tenant par les épaules un instant. « Bien, ai-je dit. Mieux que jamais. » Et je le pensais vraiment. Nous avons déjeuné tous les trois. Isabella avait beaucoup cuisiné. Elle avait mis les petits plats dans les grands. Elle avait ouvert le vin qu'Oscar avait apporté. Nous avons parlé tous les trois, nous avons ri, nous avons évoqué des souvenirs d'il y a des années. Oscar a raconté une mauvaise blague qui le ressortait toujours quand il voulait mettre de l'ambiance. Isabella a ri, avec ce rire bien à elle, la tête rejetée en arrière. Je les ai observés tous les deux pendant ces 2 heures, avec une attention qu'aucun d'eux n'a remarquée. Je les ai regardés interagir. J'ai mesuré les distances. J'ai remarqué les moments où leurs regards se croisaient, pendant une fraction de seconde de plus que nécessaire. J'ai remarqué la façon dont Oscar remplissait le verre d'Isabella, avant le mien. J'ai remarqué qu'à aucun moment, dans aucune fraction de ce repas, l'un ou l'autre ne semblait mal à l'aise. Aucun d'eux ne paraissait nerveux. Ils étaient totalement à leur aise. Et cette tranquillité, paradoxalement, a été ce qui a finalement allumé en moi une flamme qui n'allait pas s'éteindre avant que tout cela ne soit terminé. Quand Oscar est parti, il m'a donné une autre accolade, sur le pas de la porte. Il m'a dit que nous devions nous voir plus souvent, que la vie filait à toute allure, et que nous ne pouvions pas laisser le travail dévorer tout notre temps. Tu as raison, lui ai-je dit. On se reverra très vite. J'ai fermé la porte. Je suis resté dans le couloir un instant, la main toujours sur la poignée, écoutant les pas d'Isabella qui retournait dans la cuisine pour débarrasser les assiettes. On se reverra très vite. Oui, cela allait se produire, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Il restait 7 jours, avant la fin du mois. J'avais déjà fait bloquer la banque. J'avais déjà Gilberto qui travaillait sur les documents. J'avais déjà le rapport de Marot. J'avais tout ce qu'il me fallait pour la suite des événements. Il ne me restait plus qu'à décider, exactement, de la manière dont je voulais que cela se termine. Et j'ai pris cette décision le soir même, seul dans mon bureau, la porte fermée, avec Capitan endormi à mes pieds. Pendant ce temps, Isabella regardait la télévision dans le salon, ignorant que l'homme qui se trouvait dans la pièce à côté, n'était plus du tout celui qu'elle pensait contrôler à la perfection. Cet homme-là, n'existait plus. Cette nuit-là, avec Capitan endormi à mes pieds, et le silence de la maison enveloppant chaque chose, j'ai écrit sur une feuille de papier vierge, divisée en 3 colonnes. Dans la première colonne, j'ai noté ce que je savais avec certitude. Dans la deuxième, ce qu'il me restait à confirmer. Et dans la troisième, j'ai écrit ce que j'allais faire de tout cela. Je ne suis pas un homme vindicatif. Je ne l'ai jamais été. Je ne fais pas partie de ceux qui prennent plaisir à voir souffrir les autres, pas même ceux qui les ont blessés. Mais je suis un homme qui croit profondément aux conséquences, et au fait que les actes ont un poids. Que chaque décision prise dans la vie finit par vous présenter la facture, et que cette facture doit être payée. Non pas parce que quelqu'un d'extérieur le décrète, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la vie, quand on la regarde avec honnêteté. Isabella et Oscar avaient pris des décisions.
des décisions calculées, délibérées, construites sur des mois entiers, et fondées sur ma confiance et mes années de labeur. Et ces décisions allaient avoir des conséquences. Je n'allais pas être l'instrument de ces conséquences par colère, ou par douleur. J'allais l'être, parce que c'était la chose juste à faire. Parce que si je restais les bras croisés à laisser faire, je ne perdrais pas seulement l'argent et l'entreprise. Je perdrais quelque chose de beaucoup plus difficile à récupérer. Je me perdrais moi-même. Et je n'étais pas disposé à laisser cela arriver. Le lundi matin, j'ai appelé Gilberto avant d'arriver au bureau. Il m'a confirmé que les documents pour la séparation des biens étaient presque prêts. Il m'a dit qu'il avait besoin de ma signature sur quelques points, et que nous pourrions nous voir l'après-midi même. Il m'a aussi annoncé une chose que je ne m'attendais pas encore à entendre. Il avait examiné les mouvements du compte commun plus en détail, et avait trouvé un élément supplémentaire que je me devais de savoir. 3 mois auparavant, Isabella avait retiré 8 000 € en espèces de ce compte. En 2 retraits distincts, espacés de 4 jours, pour rester en dessous du seuil déclenchant un signalement automatique. Gilberto m'a expliqué que ce type de mouvement, effectué de cette manière très précise, n'était pas accidentel. C'était l'œuvre de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Quelqu'un qui avait fait des recherches, ou à qui l'on avait expliqué comment procéder. 8 000 € déjà disparus, déjà quelque part où je l'ignorais. J'ai raccroché, et j'ai pris quelques secondes pour digérer l'information. Pas avec de la colère. J'avais déjà dépassé le stade de la colère. Je l'ai digéré avec cette froideur qui ne me quittait plus depuis vendredi. Cette froideur qui commençait déjà à me sembler naturelle, comme un outil que j'avais trouvé en moi, au moment où j'en avais le plus besoin. 8 000 €, ça faisait 8 000 €. Ça faisait mal, mais c'était récupérable. Ce qui ne l'était pas, c'était de les laisser continuer à avancer. L'après-midi, je suis allé voir Gilberto. J'ai signé les documents qu'il avait préparés. Il m'a expliqué chacun d'eux avec patience, sans me presser, s'assurant que je comprenais exactement ce que je signais, et l'effet qu'aurait chaque papier. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont cet homme gérait tout cela, sans drame, sans jugement. Avec l'efficacité tranquille de celui qui comprend que, dans ces moments-là, ce dont une personne a besoin, ce n'est pas de compassion, mais de clarté. Avant de partir, je lui ai demandé quand tout serait en règle. Il m'a dit que d'ici jeudi, tout serait traité et enregistré. Qu'à ce moment-là, la séparation des biens serait un fait juridique, qu'Isabella ne pourrait pas annuler sans une procédure longue et coûteuse. Que l'entreprise serait protégée. Que la maison était un sujet plus complexe, car elle était à nos deux noms, mais qu'il y avait aussi une stratégie pour cela, qu'il m'a expliqué en détail. 6 jours avant la fin du mois. Gilberto aurait terminé jeudi. J'avais un peu de marge, mais c'était serré. Mardi et mercredi ont continué d'être des jours à la surface normale, et d'une intensité profonde. J'ai continué à aller travailler. J'ai continué à rentrer à la maison. J'ai continué à dîner avec Isabella. J'ai continué à répondre aux messages d'Oscar avec la même normalité que toujours, y compris un message où il me demandait si notre match du week-end tenait toujours, ce à quoi j'ai répondu que oui, qu'on se verrait là-bas, avec le même emoji de poing qu'il utilisait avec moi. Mais sous cette surface, il se passait tout autre chose. Le mardi soir, pendant qu'Isabella dormait, j'ai silencieusement vérifié les courriels de mon compte professionnel, à la recherche de quelque chose dont Maro m'avait parlé, mais que je n'avais pas encore pu confirmer par moi-même. Maro m'avait dit qu'il y avait des indices montrant qu'Oscar avait posé des questions sur l'entreprise. Pas directement, mais par le biais de contacts communs dans le secteur. Des questions sur le portefeuille client, sur les contrats en cours, et sur l'éventuelle existence de dettes en souffrance. Le genre de questions que l'on pose quand on évalue quelque chose, quand on calcule la valeur d'un bien avant d'agir. Cela confirmait ce que je soupçonnais déjà, mais que j'avais encore du mal à croire pleinement. Ce n'était pas seulement qu'Isabella voulait partir avec Oscar. C'était qu'il voulait aussi s'emparer de l'entreprise, ou du moins de ce qu'il pourrait en tirer. L'argent du compte n'était que la première étape. Mais si je n'avais rien découvert, si le plan avait suivi son cours sans interruption, la suite était une procédure de divorce, avec une stratégie conçue pour obtenir la plus grosse part possible de ce que j'avais bâti. Avec Oscar dans le camp adverse, comme soutien, comme témoin, ou comme Dieu sait quoi d'autre. 21 ans d'amitié utilisés comme levier, pour démanteler ce que j'avais mis 15 ans à construire. Le mercredi soir, je n'ai de nouveau pas réussi à bien dormir. Mais cette fois,
ce n'était pas à cause de l'anxiété. C'était dû à autre chose. C'est cette sensation que l'on éprouve quand on est sur le point de faire une chose importante, et que le corps le sait avant la tête. Une sorte de vibration interne, qui n'est pas tout à fait de la nervosité, mais plutôt de l'anticipation. Comme juste avant un moment dont on sait qu'il changera les choses, pour toujours. Le jeudi est arrivé. Gilberto m'a appelé à 11 h du matin, pour me confirmer que tout était traité et enregistré. La séparation des biens était actée. Les actifs de l'entreprise étaient protégés. Le blocage du compte commun était actif. Isabella pouvait essayer tout ce qu'elle voudrait dans les jours à venir, mais à chaque tentative, elle trouverait porte close. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai respiré. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait de toute la semaine. Je me suis autorisé à ressentir les choses. Non pas la colère, ni la douleur. Mais quelque chose de plus complexe, et de plus honnête que tout cela. J'ai ressenti la tristesse d'avoir passé 16 ans aux côtés de quelqu'un, qui n'avait jamais été celle que je croyais. J'ai ressenti le poids de tous ces bons moments, qui étaient désormais recouverts d'une ombre que je ne pourrais jamais effacer. J'ai ressenti le vide laissé par une amitié de 21 ans, quand on découvre qu'elle n'était qu'une construction, une façade, un décor monté de toutes pièces pour que l'on ne regarde jamais ce qu'il y avait derrière. J'ai ressenti tout cela pendant peut-être 5 minutes, seul dans mon bureau, la porte fermée. Et puis, j'ai tout rangé. Je l'ai enfoui quelque part en moi, où je devrais le traiter calmement plus tard, quand tout cela serait fini. Parce que ce n'était pas encore terminé. Il manquait encore la partie la plus difficile. Pas la partie légale, ça, c'était réglé. C'était la partie humaine qui manquait. Je devais les regarder dans les yeux, et leur dire que je savais. Il manquait ce moment où le monde qu'ils avaient bâti dans mon dos allait s'effondrer, les laissant tous deux séparés au milieu des décombres, incapables d'y changer quoi que ce soit. J'avais préparé ce moment avec autant de soin qu'ils avaient préparé le leur. Et je l'avais planifié ainsi, je n'allais pas affronter Isabella seule. Je n'allais pas affronter Oscar seul. J'allais leur faire face ensemble, au même endroit, au même moment. Sans qu'aucun d'eux ne puisse s'appuyer sur l'autre, ou inventer une version différente de l'histoire pour les personnes extérieures. Les deux devant moi, en même temps, sans échappatoire possible. Il me fallait un prétexte pour les réunir, sans qu'ils ne se doutent de rien. Et c'est Isabella elle-même, qui me l'a fourni. Le jeudi soir, pendant que nous dînions, elle m'a dit qu'elle aimerait organiser une petite réunion à la maison, le samedi. Rien d'extravagant, juste quelques amis proches. Cela faisait un moment que nous n'avions invité personne, et elle avait envie de cuisiner un bon petit plat, pour passer une belle après-midi. Je l'ai regardé un instant. Ça me semble bien, ai-je dit. Tu as déjà prévenu Oscar ? Quelque chose a traversé son visage, à cet instant. Quelque chose de furtif, de presque imperceptible. Une fraction de seconde de quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'inconfort, mais qui n'était pas non plus son calme habituel. Pas encore, a-t-elle répondu. Je lui dirai demain. Ne t'inquiète pas, ai-je répliqué, avec la voix la plus sereine que j'ai jamais utilisée de ma vie. Je le préviendrai. Isabella m'a regardé. Elle a souri. Parfait, a-t-elle dit. Parfait. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai envoyé un SMS à Oscar. Je lui ai dit qu'il y avait une petite fête chez nous samedi, qu'il devait venir, qu'il fallait qu'on discute d'une chose importante liée à l'entreprise, qu'il y avait une opportunité intéressante et que je voulais le consulter, parce que j'avais toujours apprécié son avis. Il m'a répondu en 10 minutes, me disant qu'il serait là sans faute, qu'il était ravi que je compte sur lui pour ce genre de choses, et que je pourrais toujours compter sur lui. J'ai éteint l'écran de mon téléphone, et je l'ai posé sur la table de nuit. Samedi allait être le grand jour. Et pour la première fois de toute la semaine, je me suis endormi rapidement, sans effort. Avec un calme qui n'était pas de la résignation, mais le calme spécifique de celui qui a déjà pris sa décision, et qui n'a plus rien à résoudre dans sa tête. Il ne restait plus qu'à attendre que le moment arrive. 2 jours. 2 jours, et tout allait basculer. Le vendredi a été la journée la plus longue de toute cette semaine. Non pas parce qu'il s'est passé quelque chose, mais parce qu'il ne s'est rien passé. Parce que samedi était là, à un jour de distance. Et que je devais traverser tout ce vendredi, avec le même visage que d'habitude. La même routine que d'habitude. Le même Julien que d'habitude. Tandis qu'à l'intérieur,
le temps semblait s'être épaissi, et chaque heure prenait 2 fois plus de temps à s'écouler. Je suis allé travailler. Je me suis occupé de choses dont je ne me souviens même pas. J'ai répondu à des courriels. J'ai parlé avec un fournisseur d'une commande qui arriverait la semaine suivante. Une commande qui, à ce moment-là, semblait presque un plan absurde, car ma tête ne parvenait pas à se projeter au-delà du samedi. Le samedi était un mur. Tout ce qui se trouvait de l'autre côté de ce mur était un territoire inconnu, que je ne pouvais pas encore imaginer clairement. À 14 heures, Oscar m'a envoyé un message. Il m'a demandé à quelle heure était la réunion, le lendemain. J'ai répondu que c'était à 13 heures. Il a dit qu'il y serait. Il a envoyé un emoji de verre levé, comme pour porter un toast. Je l'ai enregistré, sans répondre davantage. À 16 heures, Isabella m'a écrit de la maison, pour me demander si je pouvais rapporter du vin, en rentrant. J'ai dit oui. Je me suis arrêté dans un magasin, j'ai acheté 2 bouteilles, je suis rentré, je les ai posées dans la cuisine, et je l'ai aidé à préparer quelques trucs pour le lendemain, avec la même normalité que j'aurais eu n'importe quel autre vendredi, de n'importe quelle autre année de notre mariage. C'était ça, la partie la plus difficile de toute cette période. Non pas les moments de solitude où je pouvais penser clairement, mais ceux-ci, les moments de collaboration quotidienne, les moments où Isabella me demandait de couper quelque chose ou de lui attraper un ustensile, et où je m'exécutais. Nos mains s'effleuraient accidentellement. Elle ne remarquait rien, et moi, je remarquais tout. Et nous continuions tous les deux à bouger dans cette cuisine, comme si nous étions exactement ce que nous avions toujours été. Ce soir-là, j'ai à peine dîné. J'ai dit que je n'avais pas très faim, que j'avais déjeuné tard. Isabella n'a pas posé plus de questions. Je suis allé me coucher tôt, prétextant que j'étais fatigué. Elle est restée éveillée un peu plus longtemps, à regarder la télévision. Allongé dans le noir, j'ai passé en revue, pour la dernière fois, chaque étape de ce qui allait se produire le lendemain. J'avais parlé avec Gilberto cet après-midi-là. Je lui avais expliqué ce que j'avais l'intention de faire. Il m'avait écouté, et m'avait donné un conseil que j'ai pris tout à fait au sérieux. Celui de ne perdre le contrôle à aucun moment. De m'en tenir aux faits, et non aux émotions. De me rappeler que chaque mot prononcé lors de cette conversation pourrait avoir un poids juridique, par la suite. Et qu'un homme qui s'exprime depuis un lieu de calme a toujours plus de pouvoir que celui qui parle sous l'emprise de la colère. Il m'avait dit que si, à un moment ou un autre, je sentais que la situation m'échappait, je devais couper court à la conversation, et partir. Que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait sur le plan légal, et que cette confrontation était pour moi, pas pour la procédure. Il avait raison. C'était pour moi. C'était pour que je puisse les regarder dans les yeux, et leur dire que je savais. C'était pour ne pas avoir à porter le fardeau d'être resté silencieux, pour le restant de mes jours. À 23 heures, j'ai entendu Isabella entrer dans la chambre. Elle s'est glissée dans le lit avec précaution, essayant de ne pas me réveiller. J'ai senti le mouvement du matelas. J'ai senti sa respiration adopter le rythme du sommeil, en moins de 15 minutes. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, mais sans anxiété. Juste éveillé, présent, ressentant chaque seconde de cette dernière nuit avec une intensité que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Peut-être parce que je savais que c'était la dernière nuit où ce chapitre de ma vie resterait ouvert. Le lendemain, il se refermerait. D'une manière ou d'une autre, il allait se refermer. Le samedi s'est levé sous un soleil radieux. Je me suis levé avant Isabella, comme à mon habitude. J'ai préparé du café. J'ai sorti Capitan. Je suis rentré. Quand Isabella est descendue dans la cuisine, j'étais déjà assis à table avec ma 2e tasse, en train de lire quelque chose sur mon téléphone. Elle m'a salué d'un baiser sur la joue. Elle sentait son shampoing habituel. Elle s'est servie du café, et a commencé à vérifier ce qu'il restait à préparer pour midi. Je l'ai observé se mouvoir dans la cuisine, pendant quelques minutes. J'ai repensé à nos 16 années passées ensemble. Au premier petit appartement que nous avions loué, quand nous étions de jeunes mariés, avec son réfrigérateur bruyant et sa fenêtre qui ne fermait pas bien. Au jour où nous avions signé les papiers de la maison, tous les deux nerveux et heureux en même temps. Aux mauvaises passes que nous avions traversées ensemble, les problèmes de l'entreprise, un deuil familial, ces moments où la vie vous met sous pression, et où vous avez simplement besoin que l'autre soit là pour ne pas sombrer. Avions-nous vraiment été ensemble dans tous ces moments-là, ou avais-je seulement cru que nous l'étions ? À présent,
je comprenais qu'à un moment donné en cours de route, à un instant que je n'avais pas su identifier, Isabella avait pris une décision différente. Elle avait décidé que ce n'était pas le chemin qu'elle voulait emprunter. Et au lieu de me le dire, au lieu d'avoir cette conversation difficile et honnête que nous méritions tous les deux, elle avait choisi autre chose. Elle avait choisi de se construire une porte de sortie, dans mon dos. Elle avait choisi Oscar. Elle avait choisi l'argent. Elle avait choisi de me mentir tous les jours, à chaque dîner, chaque nuit, avec une précision que je trouvais désormais presque admirable, dans sa froideur. Vers 13h15, j'ai entendu sonner à la porte. Isabella est allée ouvrir. J'ai entendu la voix d'Oscar, depuis l'entrée. Ce ton joyeux et expansif de toujours, le bruit des salutations, le son de la porte qui se referme. Capitan a couru pour voir qui arrivait, et est revenu en remuant la queue, parce qu'Oscar lui grattait toujours derrière les oreilles en arrivant. Et Capitan se souvenait de lui. Il est entré dans le salon où je me trouvais. Julien, a-t-il lancé, les bras grands ouverts. Je me suis levé, je l'ai serré dans mes bras. Les petites tapes dans le dos, l'odeur de son eau de Cologne. Tout est comme d'habitude. Content de voir que tu as pu venir, ai-je dit. Toujours là, mon frère. Toujours là. Nous nous sommes assis tous les trois. Isabella a servi quelques amuse-gueules. Elle a ouvert l'une des bouteilles de vin. L'après-midi avait cette texture typique des rassemblements entre amis. Le genre de situation que vous avez vécu tant de fois, que votre corps sait exactement comment s'y comporter. Nous avons parlé de choses banales, pendant les 20 premières minutes. Oscar a raconté une histoire sur un voyage qu'il prévoyait de faire. Isabella a ri. J'ai participé juste ce qu'il fallait, ni trop peu. Et puis, le moment est arrivé. Je l'ai su, parce que je l'ai senti. Il n'y a eu aucun signe extérieur. C'était quelque chose d'interne, comme lorsque vous portez une charge très lourde depuis longtemps, et que soudainement vos bras vous disent « ça suffit », et votre corps lâche tout simplement prise. J'ai posé mon verre sur la table, je me suis adossé à ma chaise, et je les ai regardés tous les deux. J'ai quelque chose à vous dire, ai-je annoncé. Isabella m'a regardé, avec une expression neutre. Oscar a haussé un sourcil, le sourire toujours aux lèvres. Mardi dernier, ai-je continué, avec une voix dont le calme m'a moi-même surpris, j'ai fini de parler à Isabella au téléphone, et je pensais qu'elle avait raccroché. Mais l'appel est resté actif, et pendant 2 minutes, j'ai entendu une conversation qui ne m'était pas destinée. Le changement sur le visage d'Isabella a été immédiat. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas l'effondrement de quelqu'un qui perd le contrôle. C'était quelque chose de plus subtil, de ce fait, de plus révélateur. C'était le changement spécifique de quelqu'un qui vient de voir le sol se dérober sous ses pieds, sans avoir pu s'y préparer. Une fraction de seconde de pure panique, avant que le masque ne reprenne sa place. Oscar n'a rien dit. Il est resté complètement immobile. J'en ai entendu assez, ai-je poursuivi, pour comprendre qu'il y avait un plan. Que ce plan avait une date. Que ce plan impliquait l'argent que j'avais gagné, et que ce plan dépendait du fait que je ne me doute de rien. Silence. Un silence si dense et si lourd, que Capitan, qui dormait dans un coin, a levé la tête et nous a regardés tous les trois, sans comprendre ce qui se passait. Julien, a commencé Isabella, avec une voix qui tentait de paraître calme, sans tout à fait y parvenir. Pas encore, les jeux interrompus doucement, sans colère. Ce n'est pas encore ton tour. Elle a fermé la bouche. J'ai sorti une enveloppe de la poche de mon manteau. Je l'ai posée sur la table, devant eux deux. À l'intérieur, se trouvait une sélection des documents que Marot avait obtenus, et que Gilberto avait examinés. Pas tous, juste assez pour qu'ils comprennent que je n'improvisais pas. Que ce que je savais n'était pas une simple suspicion. Que c'était un fait documenté. Les 8 000 € que tu as retirés il y a 3 mois, en 2 fois, ai-je dit en regardant Isabella, sont documentés. Le blocage du compte commun est actif depuis jeudi. La séparation des biens a été légalement enregistrée, depuis hier. L'entreprise est protégée. Tout est protégé. Isabella a regardé l'enveloppe. Puis, elle m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en 16 ans. J'ai vu l'instant précis, où une personne comprend que le jeu auquel elle jouait est terminé, et qu'elle a perdu. Oscar ne disait toujours rien. Ses yeux étaient fixés sur la table,
ses mains serrées autour de son verre de vin, sans y boire. Je ne vais pas crier, ai-je déclaré. Je ne vais insulter personne. Je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Je voulais juste que vous soyez tous les deux au même endroit, au même moment, quand je vous annoncerai que je sais tout. Que je sais tout depuis mardi. Et que pendant que vous pensiez que je ne me doutais de rien, j'étais en train de fermer toutes les portes dont vous aviez besoin pour fuir. Je me suis levé de ma chaise, et je les ai regardées une dernière fois. Vous pouvez finir le vin, si vous voulez, ai-je dit. Je vais sortir promener Capitan un moment. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis sorti par la porte de derrière, avec Capitan à mes côtés, et j'ai marché vers le parc, à 3 pâtés de maison de là. Il était 13h30, un samedi après-midi. Le parc était rempli de monde. Des familles avec des enfants, des personnes âgées assises sur les bancs, un groupe de jeunes qui jouaient à je ne sais quoi, sur l'herbe. Le monde était complètement indifférent à ce qui venait de se passer dans mon salon. Le monde poursuivait son rythme du samedi, sans le moindre intérêt pour mon histoire. J'ai trouvé un banc libre, près d'un grand arbre, et je m'y suis assis. Capitan s'est installé à mes pieds, a reniflé l'air un instant, puis a posé son menton sur mes chaussures, comme il le faisait toujours, lorsqu'il sentait que j'avais besoin de quelque chose, sans trop savoir quoi. Je suis resté là un long moment, sans penser à rien en particulier. J'avais imaginé cet instant de nombreuses fois, au cours de la semaine. Je l'avais construit dans ma tête, avec différentes fins possibles. Isabella en pleurs, Oscar essayant de s'expliquer, tous les deux parlant en même temps, se coupant la parole, se contredisant. J'avais imaginé de la colère, du déni, peut-être même une tentative de renverser la situation, en me blâmant pour quelque chose. Je m'étais préparé à plusieurs scénarios. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était ce que je ressentirais réellement, en franchissant cette porte. Ce n'était pas exactement du soulagement. Ce n'était pas non plus de la satisfaction. Du moins, pas le genre de satisfaction que l'on imagine, quand on pense au moment de vérité. C'était quelque chose qui ressemblait plutôt à l'épuisement profond, qui survient après avoir porté un fardeau très lourd, pendant très longtemps. Comme lorsque vous pouvez enfin lâcher prise, et que vos muscles prennent un moment pour se souvenir de comment être, sans tension. Je suis resté au parc pendant près d'1 heure. J'ai appelé Gilberto depuis le banc, pour lui dire que j'avais eu la conversation. Il a écouté. Il m'a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai dit que c'était resté calme, que j'avais dit ce que j'avais à dire, et que j'étais parti, avant que la situation ne se complique. Il m'a dit que j'avais fait exactement ce qu'il fallait. Que maintenant, la prochaine étape était d'attendre qu'Isabella prenne conscience de sa position juridique, et que très probablement, dans les jours à venir, elle essaierait de communiquer pour discuter des modalités. Je lui ai demandé si la procédure allait être compliquée. Il a répondu que cela dépendait d'à quel point elle déciderait d'être intelligente. Que si elle choisissait de se battre, cela pourrait être long et coûteux, pour nous deux. Mais qu'avec la documentation que nous avions et les mesures déjà enregistrées, notre position était solide. Il avait vu des cas plus compliqués que celui-ci se résoudre de manière raisonnable, une fois que l'autre partie avait compris qu'elle n'avait aucun avantage. J'ai raccroché, j'ai rangé mon téléphone, et j'ai regardé Capitan. Il me regardait avec ses yeux sombres et calmes. C'est fait, lui ai-je dit doucement. Il a remué la queue, 2 fois. Je suis rentré à la maison, 40 minutes plus tard. Isabella était seule, dans le salon. Oscar était parti. Les verres de vin étaient toujours sur la table, presque intacts. Elle était assise sur le canapé, les mains croisées sur les genoux, le dos droit. La posture de quelqu'un qui a attendu un moment, et qui a mis ce temps à profit pour préparer ce qu'il allait dire. Je me suis assis en face d'elle. Pas sur le même canapé, mais dans le fauteuil d'en face, avec la table basse entre nous. Une petite distance en mètres, mais qui, à cet instant, m'a semblé être la plus honnête que nous ayons eue depuis bien longtemps. « Tu veux parler ?» ai-je demandé. « Oui », a-t-elle répondu. Sa voix était ferme, plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Elle a hoché la tête un instant, rassemblant ses idées, puis m'a regardé directement. « Je ne vais pas te demander pardon », a-t-elle déclaré. J'ai encaissé, sans broncher. « Très bien », ai-je répondu. « Ce que j'ai fait était mal », a-t-elle continué. « Je le sais. Je ne vais pas te dire que je ne l'avais pas prévu, ou que c'était une erreur, ou que les choses sont juste arrivées. Je les ai planifiées.
Je sais ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas te demander pardon, parce que je ne pense pas que cela servirait à quoi que ce soit. À ce stade. Et parce que je pense que nous savons tous les deux que ce mariage est mort depuis longtemps. Même si aucun de nous ne voulait le dire à voix haute. J'ai écouté sans l'interrompre. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, qui m'était étrangement familier. C'était l'Isabella que j'avais connue il y a 16 ans. Avant que le confort et les années n'arrondissent les angles. Directe, sans fioriture, cette femme qui disait ce qu'elle pensait, même si ce n'était pas ce que l'autre voulait entendre. À un moment donné en cours de route, cette femme avait disparu de notre relation, et je n'avais pas remarqué quand, non plus. Peut-être parce que je n'avais pas été complètement honnête, de mon côté. Peut-être parce que nous avions tous les deux préféré le confort du silence, à l'inconfort de la vérité. Cela ne justifiait rien de ce qu'elle avait fait, mais c'était un fait que je devais aussi accepter, sans le fuir. Ce que je ne peux pas accepter, ai-je dit lorsqu'elle a eu terminé, ce n'est pas que le mariage soit arrivé à son terme. Nous pouvons en parler. Nous pouvons régler cela, comme des adultes. Ce que je ne peux pas accepter, c'est que tu aies décidé que la porte de sortie consistait à me voler. Que tu aies utilisé 21 ans d'amitié avec Oscar comme un outil, pour démanteler ce que j'ai bâti. Que tu m'aies regardé dans les yeux chaque soir, pendant Dieu sait combien de temps, en sachant ce que tu préparais. Isabella n'a pas détourné le regard. Tu as raison, a-t-elle admis. Et ces 3 mots, prononcés ainsi, portaient plus de poids que n'importe quelle longue explication qu'elle aurait pu fournir. Nous sommes restés silencieux, un instant. Qu'est-ce que tu veux faire, m'a-t-elle demandé. Ce que nous aurions dû faire depuis longtemps, ai-je répondu. Nous séparer, de manière ordonnée et légale, sans nous détruire plus que nécessaire. Gilberto a déjà tout préparé. Tu peux le faire examiner par ton propre avocat. Je pense que quand tu le verras, tu comprendras que la position dans laquelle tu te trouves ne te laisse pas beaucoup de marge pour compliquer les choses. Quelque chose a traversé son visage. Ce n'était pas exactement de la reddition. C'était plutôt la reconnaissance de quelqu'un qui pèse ses options, et qui comprend lesquelles sont réelles, et lesquelles ne le sont pas, et Oscar, ai-je demandé. Non pas avec colère. Je voulais sincèrement savoir. Elle a hésité une seconde. C'est quelque chose que je vais devoir régler toute seule, a-t-elle répondu. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas posé d'autres questions. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Ce qui s'est passé entre Isabella et Oscar, à partir de ce moment-là, n'était ni mon problème, ni mon histoire. C'était la leur, et ils pouvaient la résoudre comme ils le pourraient, avec les conséquences de ce qu'ils avaient construit ensemble. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Non pas parce qu'Isabella me l'avait demandé, ni parce que je le lui avais demandé, mais parce que c'était la chose naturelle à faire. Parce que cet espace que nous avions partagé pendant 16 ans n'était plus le même, et que nous le savions tous les deux, sans avoir à le formuler. Je me suis allongé sur ce lit plus petit, avec Capitan qui s'était faufilé dans la chambre et dormait par terre à côté de moi. Et je suis resté éveillé encore un moment, à fixer le plafond. Mais cette fois, ce que j'ai ressenti, ce n'était pas le poids de ce que je perdais. C'était autre chose. Quelque chose qu'il m'a fallu un instant pour identifier, car je ne l'avais pas ressenti avec autant de clarté, depuis très longtemps. C'était le sentiment d'être moi-même. D'être complètement en accord avec mes propres décisions. D'avoir traversé une semaine qui aurait pu me détruire, et d'en être ressorti de l'autre côté. Pas indemne, car personne ne sort d'une chose pareille indemne. Mais entier. Avec ma dignité intacte, avec ma tête sur les épaules, et avec les mains propres. Cela valait bien plus que je ne l'aurais imaginé, avant cette fameuse semaine. Les jours suivants ont été consacrés à la procédure. Isabella a parlé avec son propre avocat, comme c'était son droit. Son avocat a examiné ce que Gilberto avait préparé. Et, exactement comme Gilberto l'avait anticipé, il a compris que la position d'Isabella ne lui laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a eu des conversations. Il y a eu des ajustements. Il y a eu des moments où les choses se sont tendues, et des moments où elles ont coulé plus facilement que prévu. La question des 8 000 € qu'Isabella avait retirés a fait partie de la négociation. Gilberto l'a mise sur la table, avec toute la documentation à l'appui, et avec une clarté qui ne laissait aucune place à d'autres interprétations. Au final, cette somme a été déduite de ce qui lui revenait, lors de la séparation des biens. Ce n'était pas une victoire émotionnelle.
C'était simplement une conséquence équitable. La maison serait vendue. L'argent serait divisé, comme convenu légalement. L'entreprise restait intégralement entre mes mains. Isabella n'avait aucune revendication légale à faire valoir de la manière dont il l'avait initialement prévu, et ce, grâce aux démarches que Gilberto avait exécutées à temps. Ce ne fut ni facile, ni rapide, mais c'était juste. Et à un moment donné de ce processus, j'ai compris quelque chose que je ne m'attendais pas à comprendre. Que la trahison d'Isabella, bien qu'elle m'ait fait mal d'une façon incomparable à toute autre douleur que j'avais pu connaître, n'était pas la chose la plus difficile à surmonter. Le plus dur, c'était Oscar. Parce qu'Isabella était ma femme, et que sa trahison était chargée de tout le poids de ce que nous avions partagé. Mais Oscar était mon ami. L'homme qui avait assisté à mon mariage, celui qui m'avait connu quand nous n'avions rien tous les deux, et que nous construisions quelque chose à partir de zéro. Lui qui connaissait mes peurs, mes doutes, ces choses que l'on ne confie qu'à quelqu'un en qui on a une confiance absolue. Et il s'était servi de tout cela. Il ne m'a pas appelé, après ce samedi. Il ne m'a envoyé aucun message. Il a disparu de ma vie, avec la même efficacité avec laquelle il y avait été présent, pendant 21 ans. Et ce silence, d'une manière étrange, était plus éloquent que tout ce qu'il aurait pu me dire. Parce qu'un homme qui n'a rien à défendre, n'a pas besoin de disparaître. 3 mois se sont écoulés, depuis ce fameux samedi. 3 mois qui, par moments, m'ont semblé être 3 ans, et à d'autres, 3 semaines. Le temps fait ça, quand vous traversez une épreuve qui vous oblige à vous reconstruire. Il s'étire et se comprime, de manière que vous ne contrôlez pas. Comme si votre horloge interne fonctionnait selon une logique différente de celle de l'horloge accrochée au mur. Isabella a quitté la maison 2 semaines après cette conversation dans le salon. Elle a pris ses affaires calmement, sans drame. Dans des cartons bien ordonnés, qu'elle a remplis sur plusieurs jours, pendant que j'étais au travail. Quand je suis arrivé cet après-midi-là, et que j'ai vu les espaces vides, les cintres sans vêtements dans le placard, la salle de bain dépourvue de ses affaires, j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer sur le moment. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la tristesse. C'était plutôt semblable au silence qui s'installe dans une pièce, quand un bruit, qui était là depuis si longtemps que vous aviez cessé de l'entendre consciemment, mais qui organisait tout le reste d'une certaine manière, s'éteint soudainement. Je me suis assis sur le bord du lit, un instant. Capitan est entré dans la chambre, m'a regardé, et a sauté sur le lit sans demander la permission. Chose qu'il ne faisait jamais, comme s'il savait que ce soir, les règles habituelles ne s'appliquaient pas. Je l'ai laissé faire. J'ai posé ma main sur son dos, et je suis resté là un long moment, sans rien faire. Sentant sa respiration calme et régulière, laissant ce nouveau silence de la maison m'apprivoiser, petit à petit. La procédure légale a pris près de 2 mois pour être complètement résolue. Gilberto a été méticuleux jusqu'à la fin, vérifiant chaque détail, s'assurant que rien ne restait ambigu ou ouvert à de futures interprétations. La maison a été mise en vente, et s'est vendue en moins de 3 semaines, car le marché était bon et le prix juste. Le partage s'est fait comme stipulé par la loi. Isabella a reçu sa part, moins les 8 000 € documentés. Il n'y a eu aucun appel, aucune tentative de rouvrir ce qui était déjà clos. L'entreprise a continué de tourner. C'était ma peur, celle que je n'avais formulée à haute voix à personne, pendant toute cette semaine-là. Pas l'argent sur le compte, ni la maison, mais l'entreprise. 15 années de travail, des clients qui me faisaient confiance, des fournisseurs avec qui j'avais noué des relations bâties sur la patience et la régularité. C'était le cœur de ce que j'avais construit. Et l'idée de le perdre ou de le voir endommagé était ce que j'avais le plus de mal à supporter. Mais elle a continué. Avec quelques ajustements, avec quelques conversations difficiles avec des partenaires et des clients, qui ont inévitablement appris des choses. Parce que dans les cercles restreints, quelqu'un finit toujours par apprendre quelque chose. Mais elle a continué, et au cours de ces 3 mois, elle a grandi. Pas de manière spectaculaire, mais elle a grandi. Parce que j'ai consacré toute l'énergie que j'éparpillais auparavant entre 1000 choses différentes, à cette entreprise. Et il s'avère que lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, les choses vous le rendent bien. Je n'ai eu aucune nouvelle directe d'Oscar. J'ai appris, par un contact commun, que lui et Isabella n'avaient pas poursuivi leur relation, quelle qu'elle ait été. Qu'après ce fameux samedi, les choses s'étaient compliquées entre eux, de manière dont j'ignorais les détails, et que je n'avais pas besoin de connaître.
J'ai appris qu'Oscar avait dû faire face à quelques répercussions dans son cercle professionnel, liées aux questions qu'il posait sur mon entreprise. Des questions qui étaient parvenues aux oreilles de personnes qui n'avaient pas mis longtemps à faire le rapprochement. Je n'avais pas planifié cela. C'était juste la vie, qui faisait son œuvre. Les actes qui laissent des traces. Les traces qui finissent par voir le jour. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en apprenant cela. Ou, du moins, pas cette satisfaction rapide et superficielle que l'on s'imagine ressentir. J'ai ressenti quelque chose de plus paisible. Quelque chose qui ressemblait plutôt à la confirmation que le monde, bien qu'il soit parfois lent, a sa propre façon de s'équilibrer. 21 ans d'amitié. Je les ai digérés de différentes manières, à différents moments, au cours de ces 3 mois. Il y a eu des nuits où je m'en suis souvenu avec une clarté douloureuse. Des moments précis qui portaient désormais une ombre que je ne pouvais effacer, même si je le voulais. Le jour où nous nous sommes rencontrés sur ce chantier, tous les deux âgés de 22 ans et sans un sou en poche. Les nuits de longues conversations dans des bars bon marché, à parler de ce que nous allions faire de nos vies. L'accolade qu'il m'a donnée quand il m'a annoncé qu'il serait mon témoin de mariage. Ces moments ont existé. Ils étaient réels. Et le fait que ce qui s'est passé ensuite les ait contaminés, ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas existé. C'était ça, le plus dur à comprendre. Qu'une personne puisse être vraie à un moment donné, et devenir une personne complètement différente à un autre. Que l'homme que vous avez rencontré à 22 ans, et celui qui a planifié de vider vos comptes à 43 ans, puissent coexister dans le même corps, sans que cela ne signifie que tout n'était qu'un mensonge depuis le début. Les gens changent. Les circonstances les transforment. Et parfois, on ne réalise que la personne à côté de soi n'est plus la même, que lorsque quelque chose l'éclaire sous un angle inédit. Cela ne l'absolvait pas, mais ça m'a aidé à le comprendre d'une manière qui ne me consumait pas de l'intérieur. J'ai loué un appartement, en attendant de décider quoi faire de l'argent de la maison. Il était plus petit que la maison, bien sûr. Sans jardin, avec un balcon étroit qui donnait sur une rue calme. Il a fallu une semaine à Capitan pour s'habituer au nouvel espace, reniflant chaque recoin avec la méthodologie sérieuse des chiens qui doivent approuver leur territoire avant de se détendre. Lorsqu'il s'est enfin couché au milieu du salon, avec ce regard de satisfaction qu'ont les chiens quand ils décident qu'un endroit est le leur, j'ai senti que l'appartement était aussi le mien. J'ai commencé à bien dormir. Pas tout de suite. Cela a pris quelques semaines, mais j'ai commencé à faire de bonnes nuits. J'ai commencé à me lever le matin sans ce poids sur la poitrine, qui m'accompagnait depuis si longtemps, qu'à un moment donné, j'avais cessé de le remarquer. Ce poids que j'avais pris pour la fatigue normale d'un homme de 43 ans avec une entreprise et une vie, et qui était en réalité le poids spécifique de vivre dans une situation qui n'était pas honnête. Le fait d'être dans un endroit qui n'était plus le bon, sans avoir le courage ou la lucidité de l'admettre. Un jeudi après-midi, il y a quelques semaines, j'étais assis sur le balcon de l'appartement avec un café, regardant la rue, sans rien faire en particulier. Sans vérifier mon téléphone, sans penser au travail, sans rien planifier. Juste là, présent, laissant l'après-midi s'écouler à son propre rythme. Et j'ai réalisé que j'allais bien. Pas heureux de manière exagérée, pas euphorique, pas libéré comme dans les films, où le personnage court sous la pluie les bras grands ouverts. Mais bien, d'une manière réelle et paisible. Bien, comme on l'est quand on est exactement là où on doit être, en train de faire exactement ce qu'on doit faire, en étant exactement qui l'on est. J'ai repensé à ce mardi, dans le parking. Au moment où j'ai réalisé que l'appel n'avait pas été raccroché. Aux 2 minutes que j'ai passées à écouter involontairement quelque chose, qui a changé tout ce qui a suivi. À la façon dont je me suis assis par terre, sans me souvenir d'être sorti de la voiture, avec les sacs de course à l'intérieur, et le yaourt d'Isabella, que j'avais acheté parce qu'après 16 ans, je savais exactement ce qu'elle prenait au petit déjeuner. Cet accident. Cet accident simple, stupide et banal, de ne pas avoir raccroché le téléphone à temps. Pendant longtemps, j'ai appelé ça de la malchance. J'ai appelé ça le moment où ma vie s'est brisée. J'ai appelé ça l'avant et l'après. Mais assis sur ce balcon cet après-midi-là, avec le café entre les mains et Capitan endormi à l'intérieur, j'ai compris que ce n'était rien de tout cela. C'était l'exact opposé. C'était le moment où ma vie a cessé d'être un mensonge. Le moment où la réalité, qui avait été cachée derrière une façade de normalité, que j'avais moi-même bâtie et entretenue sans m'en rendre compte, a enfin trouvé une faille par laquelle s'engouffrer. Et oui, elle est entrée d'une manière qui a fait mal, qui fait encore mal parfois,
et qui laissera probablement une cicatrice qui ne disparaîtra jamais complètement. Mais elle est entrée, et c'est ce qui m'a sauvé. Pas la confrontation du samedi, pas les documents de Gilberto, pas le blocage bancaire, pas le rapport de Marot. Ni aucune des décisions intelligentes que j'ai prises au cours de cette semaine-là. Tout cela était important. Tout cela était nécessaire. Mais ce qui m'a vraiment sauvé, c'est cet accident. Ces 2 minutes d'un appel que je n'aurais pas dû entendre. Cette petite erreur fortuite, qui a ouvert une porte à la vérité, dans une vie où la vérité patientait dehors depuis trop longtemps. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas bâtir seul. Il y a des vérités qui ne viennent pas, même quand on les cherche. Mais quand la vie décide que ça suffit, quand l'univers, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, détermine que vous avez porté quelque chose qui ne vous appartient pas depuis trop longtemps, il vous l'arrache des mains, car c'est la seule façon pour que vous le lâchiez. Parfois, le salut arrive comme un coup brutal. Parfois, il arrive comme un appel qui ne se termine pas. Parfois, il arrive dans le parking d'un supermarché, un mardi après-midi, avec le yaourt de quelqu'un d'autre sur la banquette arrière, un sol froid sous vos pieds, et 2 minutes de silence qui, soudainement, disent tout. Aujourd'hui, je suis un homme différent de celui que j'étais ce mardi-là. Pas meilleur en tout point. Pas plus heureux à chaque instant. Mais plus vrai. Plus honnête avec moi-même, sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Sur ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. Sur qui je suis quand personne ne regarde, et sur le genre de vie que je veux bâtir, avec ce qu'il me reste. 43 ans, une entreprise en pleine croissance, un chien qui m'attend, un balcon avec vue sur une rue tranquille, et la certitude que la pire chose qui me soit arrivée depuis longtemps, a aussi été la meilleure. Je ne changerai rien à tout cela. Ni la douleur. Ni le mardi. Ni les 2 minutes.